Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission d'Avis public. Aujourd'hui, on va aller faire un tour à Mont-Carmel à la rencontre du nouveau directeur de la Corporation de développement de Mont-Carmel, M. Yves Marion, qui est avec nous. Bonjour, M. Marion. Bonjour, alors, merci de me recevoir. Ben oui, ça nous fait plaisir que vous soyez là. Donc, on va parler tantôt des développements, tous les dossiers, dans le fond, qui ont cours actuellement à Mont-Carmel. Mais vous n'êtes pas nécessairement de la région, là, vous nous arrivez d'ailleurs. Non, en fait, effectivement, j'arrive de la Rive-Sud de Montréal. Je suis dans la région depuis 3 ans, un petit peu plus de 3 ans maintenant, dans la vallée du Richelieu. Puis on est très content d'être ici parce que c'est une magnifique région. Qu'est-ce que vous avez amené ici à la base? En fait, c'est un emploi chez Berger que j'ai occupé pendant à peu près 2 ans. Et par la suite, j'ai été impliqué dans le projet de développement du dépanneur à Saint-André parce que j'habite à Saint-André. Et maintenant, je suis directeur général là-bas à la corporation. Donc, la Corporation de développement de Mont-Carmel, évidemment, la première chose qui nous vient en tête, c'est la saison touristique qui s'est terminée cette année. Donc, on ne pouvait pas, comme on le voulait, aller nécessairement à la plage. En tout cas, il y avait des procédures à suivre. Mais somme toute, comment ça s'est passé? En fait, on peut considérer que c'est une saison, somme toute, assez positive quand même. Nous, on s'attendait à beaucoup pire que ça, si on veut. C'était parce que même jusqu'à la fin mai, on ne savait pas vers quoi on s'en allait. On ne savait même pas si on allait être capable d'avoir une saison. Puis finalement, le fait que les gens n'aient pas eu l'opportunité d'aller ailleurs, vraiment, comme par exemple aux États-Unis, tout ça a fait en sorte que nous aussi, on en a profité, comme d'autres régions au Québec. C'était une saison touristique quand même assez intéressante. Donc, au niveau du terrain de camping, ça a été quand même occupé pas mal? Oui, tout à fait. Combien de terrains? 151 terrains ouverts, dont une bonne partie par des saisonniers, mais il y en a tout près d'une quarantaine disponibles pour les... Il y a plein de gens quand même qui viennent de la région, qui sont allés à la plage, mais qui ne sont pas nécessairement allés au camping. Là. On peut peut-être rappeler que c'est quand même un camping qui a des services. C'est pas un camping nécessairement sauvage. Non, tout à fait. C'est pas le gros camping commercial. Non, effectivement. La plupart, presque tous nos emplacements sont avec service, donc c'est pas un camping en plein milieu de la forêt, même si on est entouré de forêt, puis c'est ça sa beauté, là. On est quand même organisé là, en termes de camping. Est-ce qu'il y a des développements prévus pour au cours en fait, on va remettre dans les prochains mois à jour certains équipements parce que on est rendu en fin de vie utile pour plusieurs équipements. On pense au quoi? Au bloc sanitaire? Bloc sanitaire, le principal étant celui à côté de la plage. L'accueil aussi qui va être rénové. Et éventuellement, dans les cartons, c'est tout ce qui est électricité, plomberie, tout ça. Là. Donc, ça aussi, ça va nécessiter des bons investissements parce qu'il y a plusieurs équipements qui datent de nombreuses années, là, puis on parle de dizaines d'années. Ça veut dire que cet été, finalement, vous n'avez pas nécessairement été en déficit. Est-ce que c'est ça qu'on doit comprendre? Vous avez réussi c'est sûr qu'on va être capable de... Les derniers chiffres ne sont pas encore tout à fait sortis, mais on va être capable de tirer notre épingle du jeu quand même dans les circonstances, même si les revenus, mettons, de la plage ont été beaucoup moindres à cause qu'il fallait restreindre l'accès. Combien vous pouvez avoir perdu en revenu de plage? Parce que c'était réservé uniquement aux gens du camping cette année. Du camping et des résidents de Mont-Carmel. Parce qu'en termes de capacité, on ne pouvait pas se permettre d'avoir 500 ou 600 personnes sur la plage non plus. Est-ce que ça arrive qu'il y ait autant que ça? De ce que moi, j'étais pas en poste dans les dernières années, mais on m'a dit que souvent, le matin, c'est des files d'attente pour rentrer. Là, quand ils prévoient des belles fins de semaine, des belles journées, c'est très occupé. Donc, je vous dirais, là, grosso modo, à vue de nez, peut-être une trentaine de % de moins en termes de revenus. Donc, ça paraît. C'est quand même substantiel pareil, mais d'un autre côté, on aurait très bien pu être empêché d'ouvrir. Donc, prenons ça de positif quand même. Oui, parce que c'est une option qui avait été à la base regardée assez sérieusement. Oui, tout à fait. Là, on avait les mains liées avec les décisions du gouvernement là-dessus. Fait qu'on retient qu'à court terme, là, pour... rapidement, donc on veut vraiment là, refaire tout ce qui est le bloc sanitaire et tout ça. Ça va être prêt pour la prochaine saison ou c'est vraiment un projet? Je veux dire, on s'enligne là-dessus. C'est l'objectif, mettons, là, d'être au niveau, par exemple, de l'accueil, que ce soit prêt au début de la saison prochaine.
Et pour ce qui est du bloc sanitaire, il va y avoir certains travaux aussi, là, mais je ne peux pas garantir que ça va être nécessairement tout à fait prêt au début. En plein autre sujet, cette fois, en pleine crise de la COVID, là, on sait qu'on a toujours la menace de l'école à distance qui nous plane au bout du nez. On fait même, dans certains cas, au secondaire, là, des tests 1 ou 2 journées par semaine pour être capable de les habituer si jamais ça arrivait. Les jeunes de Mont-Carmel là, qui vont à l'école au secondaire puis qui sont actuellement obligés d'aller chez eux pour faire du télétravail, parce que ça peut arriver. Qu'est-ce qui se passe, là? Parce que ça marche pas, Internet. Bien, en fait, c'est sûr que le village même est quand même desservi de façon correcte, mais dès qu'on sort des limites du village, ça devient plus problématique. On ne peut pas vraiment compter sur des systèmes câblés. On est plus en mode, si on veut, satellite, tout ça. Puis ça, c'est un gros point que nous et la municipalité, on pousse pour que ça se développe, parce que c'est de nos jours, comparativement à 5 ou 10 ans, de nos jours, c'est absolument essentiel comme l'électricité. Il y a eu des rencontres au CRTC, il y a eu toutes sortes de rencontres avec les gouvernements. Ça tarde quand même. Même avec la pandémie, ça n'accélère rien. Moi, j'ai contacté, par exemple, Vidéotron, puis la réponse pour l'instant que j'ai, c'est qu'il n'y a rien dans l'immédiat prévu d'étendre le service au-delà de la municipalité. Là, mettons, dans la périphérie de la municipalité, comme par exemple au lac de l'Est. Il y a quand même des résidents permanents. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait faire de la pression pour que les enfants puissent continuer d'aller à l'école? Est-ce qu'il pourrait y avoir des exceptions ou qu'on aménagerait des classes au village pour être capable de leur donner accès? On ne fait pas, là, admettons, que c'est quand même beaucoup, 2-3 semaines, quand les autres continuent de cheminer. Non, tout à fait. Mais est-ce qu'il y a des plans B qui ont été pensés? Moi, c'est sûr que... On peut essayer de pousser pour que la municipalité... Vous n'avez pas parlé avec l'école pour voir advenant que... Non, ça, il n'y a pas eu de discussion à l'heure actuelle là-dessus. Là. Parce que ça serait envisagé. Parce que ça pourrait être une très bonne option, oui, tout à fait. Parce que si ça arrivait, on se retrouverait gros gens comme devant, comme on dit. Tout à fait. C'est sûr qu'on est très dépendant maintenant de cette technologie-là, puis il faut avoir des plans B. Okay. Et puis, vous nous parliez aussi là, des OPI. Vous avez des projets. Qu'est-ce qui se passe là, dans des nouvelles du village? En fait, c'est un dossier. Le dossier de la réserve de biodiversité est un dossier très important pour la corporation et la municipalité. Là-dessus, depuis la fin de l'été, on a des discussions avec peut-être nous faire un petit historique, parce que peut-être quand on ne reste pas dans le coin, qu'on est plus ou moins au courant. Donc, vous voulez être reconnu. C'est quoi votre démarche? En fait, la réserve de biodiversité, c'est un espace, si on veut, qui est dédié à des activités qui sont non commerciales, à faible impact. Comme par exemple des activités touristiques de découverte de la région en termes des sentiers, sportive, des choses comme ça, oui, effectivement. Donc, on exclut des activités commerciales lourdes, là. Ça, c'est un dossier que la corporation mène depuis 2013. Ça semble vouloir débloquer. C'est ça qui est intéressant. Puis qui semble avoir une belle sensibilité environnementale auprès de la corporation. Oui. C'est un dossier qui était porté par ma prédécesseur, Émilie Dupont, et qui continue d'ailleurs à être quand même impliquée au niveau du CA, ça, il faut le dire. Puis c'est une source de renseignements très importante pour moi. Là. Je la remercie de son aide jusqu'à maintenant pour faire la transition. Ensuite, il y a aussi... Mais pour revenir à la biodiversité, donc, ça, on comprend que c'est un projet que vous avez, mais c'est par sentier, c'est des projets, c'est des petits projets qui vont être en lien avec ça, que vous voulez... De quelle manière, là, on peut rentrer à Mont-Carmel éventuellement et dire ici, là, il y a eu un projet de biodiversité? Bien, en fait, ça devient comme si on veut, sans l'être, mais comme, mettons, comme une espèce de parc régional ou national. Qui partirait d'où? Je vous dirais à peu près à mi-chemin entre le village et le lac. OK. Grosso modo, si on prend ça sur une lac. Oui, c'est vrai qu'il y a une bonne... Il y a une bonne dose de nature là-dedans. Oui, tout à fait. Puis l'important, c'est d'être capable de le faire découvrir aux gens, puis que ça reste aussi dans un état le plus naturel possible. Donc, c'est l'équilibre que la réserve permet d'avoir. OK. Donc ça, c'est un projet très important. Il y a aussi le Sentier des Pointes,
qui est un projet près du camping. En fait, c'est quasiment à côté. Qui est un projet de sentier pédestre qui était un petit peu laissé à lui-même dans les dernières années, mais qu'on a l'intention de remettre sur les rails. Là. Donc, vous allez le baliser, le baliser, etc. le nettoyer comme il faut pour que ce soit agréable d'aller dans ce sentier-là. Ça, c'est un autre aspect positif qui permet d'apporter des gens, de donner un point d'attache aux gens du coin et à d'autres personnes. Ça, c'est des projets que vous pouvez mener avec des subventions ou c'est du travail bénévole ou comment? Les deux? En fait, les deux, mais principalement, c'est sûr qu'il y a des aides gouvernementales qui peuvent être disponibles là-dessus. C'est sûr que dans le cas de la réserve de biodiversité, on peut... c'est pas des gros investissements non plus qui sont nécessaires comparativement à, mettons, un parc national ou comme par exemple le parc national de Témiscouata. Il y a tout un réseau d'infrastructures qu'il faut développer. Oui, c'est ça. Vous voulez garder ça à l'état sauvage. Voilà, exactement. Là, on sait que d'ailleurs, le plein air va fort probablement être très en vogue cette année, peut-être pour encore plusieurs mois à venir. Fait qu'il y a un beau filon là à développer. Et là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que le fait que la COVID, si on veut, a permis à des gens de découvrir le coin. Ouais. Et même des gens au camping disaient, ben nous, c'est la première fois qu'on vient. Bien, absolument. Et donc là, en leur donnant des raisons de plus de rester dans le coin, plutôt que de rester une journée ou deux, ben il y a peut-être plus de retombées touristiques possibles. Puis d'aller chercher aussi des familles, parce qu'à Mont-Carmel, j'imagine que comme bien d'autres villages du Québec, c'est un village qui est probablement vieillissant. Oui, tout à fait. C'est sûr que la moyenne d'âge est plus élevée que d'autres villages, mais n'empêche... Est-ce que c'est une préoccupation au village? Oui, moi je sens, là, je ne suis pas au courant de toutes les décisions des dernières années, mais je sens que quand même, d'attirer des jeunes familles, c'est quand même un point très important. Je sais que la municipalité... Bien, Internet, c'est un exemple, là, parce qu'il y a des gens qui auraient plaisir, mais si on ne peut pas se brancher, qu'on ne peut pas faire de télétravail, c'est très handicapant, là, actuellement. C'est une préoccupation que nous, on a à la corporation, de continuer à pousser ce dossier-là, justement pour aider la municipalité à attirer des jeunes familles. En terminant, quand on parle de la corporation, il y a évidemment des bénévoles là-dessus. Est-ce que vous êtes complet? Est-ce que vous avez besoin de recruter encore? Avez-vous besoin de gens pour on accepte toujours toutes les candidatures. Vous êtes combien? Il y a combien de membres? En fait, il y a 6 membres au niveau de la corporation, le CA, le conseil d'administration. Puis moi, à l'heure actuelle, je suis seul. Donc, j'occupe les 2 postes de DG, puis au niveau de la comptabilité, tout ça, mais je suis capable de le faire, c'est pas un problème. Mais éventuellement, là, au fur et à mesure que ça va grossir, on va se doter d'autres ressources aussi. Oui, c'est ça. Donc, vous aimeriez éventuellement pouvoir engager des gens pour développer des projets. Voilà exactement. D'être capable de me dégager un peu des opérations quotidiennes, puis de continuer à pousser sur les projets qui sont nombreux. Là. Fait que espace nature en devenir, Internet toujours un défi plus que jamais. Mais bref... C'est notre préoccupation principale. Donc, on rappelle que vous êtes Yves Marion, nouvellement, là, ça commence à faire déjà quelques temps, mais 6 mois. Oui, nouveau directeur quand même de la Corporation de développement de Mont-Carmel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci infiniment. On est de retour, on va s'intéresser aux maisons de jeunes, à la maison de jeunes de Saint-Pascal avec le coordonnateur Serge Binette. Bonjour. Bonjour, Mme Annie. Alors, la maison de jeunes, je me dis que ça doit être un des refuges, un des derniers refuges que les jeunes ont encore en pandémie, parce que l'école n'est pas un excellent refuge de ce temps-là, quoique vraiment nécessaire. Mais comment ça va? Comment ça va, la maison des jeunes? Ça va bien. Nous, suite aux annonces du 13 mars, en premier, merci de l'invitation pour faire connaître la maison du jeune, qu'est-ce qu'on fait présentement. Nous, à partir du 13 mars, quand ça a tout arrêté au niveau du Québec, on est tombé en mode Internet, Facebook, Discord, Messenger. On avait une équipe de 9 intervenants qui ont tous relayé. Puis on avait une plage horaire où on pouvait communiquer avec les jeunes de 6h à 9h30, 5 jours semaine. C'était pas pire, c'était le fun. On a fait du Netflix Time avec des films, des jeux, bref... Mais c'est pas comme du présentiel. Non, ça fait un temps. C'est comme les adultes avec le Zoom. Là. Yes. Donc, à partir du 1er juillet, Mme Annie, nous autres, la Maison des jeunes, avec les recommandations du regroupement de maisons de jeunes puis de la sécurité publique, on a ouvert nos locaux.
ça a été bénéfique parce que les jeunes avaient besoin de pouvoir se rencontrer. Sentez-vous que dans le confinement, justement, de printanier, là, quand vous avez ouvert, qu'il y a des jeunes... Avez-vous retrouvé des jeunes plus amochés ou la plupart... Totalement. Comment? De quelle manière? Bien, des jeunes où on ne se mentirait pas, ce qu'on entend parler à la TV, des fois, peut faire peur, puis il y a des parents qui prennent ça au pied à la lettre. Il y a des jeunes qui pouvaient quasiment plus sortir de leur maison, de leurs appartements. Donc, des jeunes qui étaient très actifs, qui faisaient beaucoup de sport dans leurs écoles ou du parascolaire, puis du jour au lendemain, ils sont confinés dans les 3,5, 4,5. Ils trouvent ça dur. Les parents avaient comme plus de rationnel, là. C'est ça. Certains de jeunes. Donc, on a essayé de les aider, de les motiver là-dedans. Donc, quand, à partir du 1er juillet, les jeunes ont pu revenir à la maison des jeunes, ils étaient très enthousiastes. Certains craintifs un peu en premier, parce que là, ils savaient qu'en venant à la maison de jeunes, on a appliqué les règles, ça veut dire la distance sociale, port du masque en rentrant, lavage de mains. Pour ce faire, bien là, on a engagé Normalement, nous, nos chiffres, c'est 2 personnes par corps de travail. Donc, on était 3, pour pouvoir s'assurer que les jeunes respectaient les règles. Comment vous faites pour garder le relationnel? Parce que moi, j'ai fréquenté les maisons de jeunes. Là, puis je me souviens qu'on arrivait là, puis là, ben, tu sais, on était amis avec les moniteurs, puis, tu sais, des fois, il n'y avait pas des rapprochements, mais, tu sais, bon, c'était pas permis dans la maison de jeunes, mais c'est quand même un lieu où tu prends une pause là, de tes parents, puis tu vas là te confier souvent, jouer, te donner une petite bine, tu t'amuses. Comment on fait là, pour garder ça? Parce que les autres, ils ont quand même des bulles à l'école, mais là, j'imagine que ça compte pas quand on arrive à la maison des jeunes. Comment on fait pour garder cet esprit-là de chaleur, puis de convivialité, puis d'amitié? Il y a beaucoup d'amitié dans ces lieux-là. Oui, il y a de l'amitié, mais tu sais, on ne peut pas aller au-delà des paramètres par rapport à la santé. Mais ça, je comprends ça, mais comment vous faites pour maintenir ce lien-là d'attachement, là? Ah, bien là, on les appelle. Comme là, tout dernièrement, moi, j'ai demandé à mes animateurs, l'année passée, nous, on a eu notre... rapport annuel de l'Assemblée générale, on a eu 276 jeunes qui ont fréquenté la Maison des jeunes dans l'année. Quand même. Donc, on a 53 jeunes qui sont membres de notre ressource. Ça veut dire qu'eux ont payé 5$ pour pouvoir participer à nos activités payantes. Donc, on s'est fait un devoir. On a commencé ça fait à peu près 2 semaines, de téléphoner chaque jeune personnellement. Parce que je trouvais, ça aussi, il faut que je sensibilise mes animateurs. On est à l'ère des médias sociaux. Hein? Fais un courriel, fais Stam, Messenger, Pay Center, c'est fait, travail est fait. Non, non. Là, tu vas prendre le téléphone, tu vas appeler le jeune, tu vas lui demander comment ça va. S'il répond à l'autre bout, parce que ça, c'est le défi. Totalement. Ça, c'est la réponse que j'ai eue de mes animateurs. Ben, je dis, gars, assez-les. Parce que Messenger, ça fonctionne avec l'image. Tu sais. Oui, mais je dis... Essaye quand même. Essaye quand même de parler. Donc, ça démontre aussi aux jeunes qu'on est intéressés par eux autres, aux parents les jeunes nous tiennent à cœur. La chaleur ou la camaraderie, ça restait à l'intérieur de la Maison des jeunes. Même s'ils sont à distance, c'est correct. C'est sûr qu'il va arriver mettons, un couple de jeunes. Ah ouais. Là, ils ne pourront pas se bécoter ou se coller. Non, ça, c'est interdit. Les autres seraient jaloux. Oui. Donc, mais selon le ministère, la distanciation sociale, c'est 2 mètres les adultes, mais les jeunes, ça peut être toléré à 1 mètre. C'est 1 mètre, fait que là, c'est pas si pire. Donc, on s'organise comme la table de ping-pong. À cette heure, c'est rendu notre table de forum. Okay. Donc, on met 8 chaises autour de ça. Le CAJ, le Conseil d'administration jeune, s'assied autour de ça, puis on discute, puis on fait des jeux avec eux autres. Mais là, tout est compliqué. Tu sais, le billard, on ne peut pas jouer à ça parce que là, tu de la baguette. Ou s'il faut désinfecter la baguette, puis le ping-pong, la balle, ça finit plus. Donc, on essaie de trouver des moyens alternatifs pour des jeux de société, pouvez-vous quand même? Comment? Des jeux de société? Oui. OK. On peut le mettre en quarantaine après. C'est ça. Après, on désinfecte, on met le matériel, on le laisse en retrait 2-3 jours. Fait que finalement, vous avez repris, puis là, même que là, ils sont obligés ces temps-ci de réserver s'ils veulent aller faire un tour. En premier, à partir du 1er juillet, il fallait qu'ils réservent. Ça fonctionne. Ça, c'était notre idée. Donc, on a dit, c'est correct, il y a 8 places. Premier qui réserve, c'est bon. Mais comme toute personne, être humain, autant jeune qu'adulte, bien, des fois, il ne va pas honorer ses contrats. Donc, ça veut dire, je vais être présent, mais il n'apparaît pas. Ben oui. Mais là, ce qui est plate, c'est que moi, j'ai peut-être une liste d'attente, j'ai peut-être un jeune qui attend de venir. Puis là, à cause que le premier a dit oui, donc là, on a décidé, c'est 5 jeunes qui réservent, puis 3 qui peuvent arriver, excusez, comme sur ça, le fly, comme ça, ça soupe. J'étais dans le coin, comment ça va? Ils rentrent, c'est correct. Si on a dépassé la limite, bien, désolé. Puis des fois, il y a des familles qui sont assez conciliantes. Ils peuvent avoir 2-3 enfants dans la même famille, puis ils vont faire... rotation, pas que ça... C'est ça. Tu sais, il y en a un ou deux qui vont rentrer. Eux autres sont collés parce que c'est le bulle. C'est la même famille. Donc, après, ils rentrent, puis après, il y en a un autre qui rentre pour que tout le monde puisse avoir son petit nanan. C'est comme vous avez dit tantôt, Mme Annie, les jeunes ont besoin de décompresser pour avoir du plaisir. Oui, absolument, parce que là, c'est dur pour tout le monde. Puis là, c'est des bulles partout.
À l'école, il y a moins de sport, il y a moins d'activités, il y a moins de socialisation. Des fois, les jeunes, il faut qu'ils mangent à même lieu de classe. Donc, là... La pression est forte, là. Puis, oui, effectivement. Je ne pas sur... Vous avez quand même organisé la semaine passée, c'était la semaine de la Maison des jeunes. Donc, ça, vous avez fait plein de... En tout cas, vous avez fait du mieux que vous avez pu dans le contexte. Totalement. C'est ça qu'on nous autres, on avait plein. On voulait aller au Lasertag à Québec. On voulait aller au cinéma. On avait un feu de camp, des sorties à l'extérieur. Le cinéma, on peut encore, là. Mais là, c'est compliqué de gérer des groupes. Ça dépend aussi des films. Donc, là, puis c'est le transport. Le transport, c'est tout ça a augmenté les coûts, là, les frais. Parce qu'on ne peut plus déplacer des jeunes dans nos autos. Parce qu'on n'est pas dedans d'1 mètre ou 2, donc là, on prend des autobus. Mais c'est fou, hein, parce que vous, par votre travail, vous ne pouvez pas le faire. Bien, on sait bien que les jeunes continuent de covoiturer quand même. Il y a des illogismes là, à certains égards qui compliquent la vie, ou qu'on pourrait donner du plaisir. Ou ce qu'on peut faire, des fois, on va trouver un lieu X où on va avoir une activité, puis c'est les parents qui vont déplacer les jeunes. Donc là, on va sauver sur le coup. Sur le territoire, on ne peut pas aller plus loin. C'est ça. Parce que des fois, aussi en maison des jeunes, bon, il y a toutes sortes de jeunes, mais je me souviens, moi, qu'il y en avait quand même beaucoup qui pouvaient se réfugier là aussi parce que des fois, ils ont des parents pas fonctionnels ou ils sont moins riches. Ils savent qu'à la Maison des jeunes, ils vont faire des activités à moindre coût. Quand on s'implique, on peut faire des belles choses à la Maison des jeunes. Gratis ou pas loin, tu sais. Fait que là, ça aussi, c'est un autre volet là, que je suis sûre que ça doit vous faire de la peine pour pouvoir leur faire vivre des expériences. C'est temporaire, ça va revenir, mais quand même. Comme là, ce qu'on a fait pendant la semaine des Maisons de jeunes, vous savez que il y a à peu près 360 maisons de jeunes au Québec. On fait partie du... Ils sont souvent mal en point, malheureusement. Hein? C'est de moins en moins, mais quand même. Moi, je trouve qu'on a eu des gains. Il y en a beaucoup des fois qui revendiquent « Ah, pas d'argent, peut-être peut-être ça. » On est peut-être resté accroché aux années 90. Là. Souvent, la vieille maison... Mais ça fait 25 ans que je suis là. Donc, j'ai commencé, on avait 50 000 de financement de base. Là, on est rendu à peu près à 150 000. Donc, il y a une certaine évolution. Puis, on fait ce qu'on a. Je ne peux pas inventer. Mais dernièrement, l'année passée, on a eu une augmentation du PSOC, ça veut dire le programme de soutien aux organismes communautaires. On a reçu une augmentation de 20 000 par année récurrent. Donc, ça aide, ça. Là. Si c'est un animateur de plus, on consolide des choses. À votre question par rapport à la semaine des Maisons de jeunes, la semaine passée, on a fait comme... On est allé chercher une dizaine de citrouilles. Let's go, on peinture, on s'amuse. Chaque jeune avait comme son petit kit. Après, on a fait un atelier de bouffe, mais là, encore avec les restrictions, on ne peut pas faire... travailler des jeunes. Donc, c'était l'animatrice qui savait désinfecter les mains, qui faisait la préparation, puis qui servait après les jeunes. Après, on a fait une activité sur Kahoot, un genre de jeu. Oui, j'entends parler. J'ai pas vu ça encore, mais j'entends parler de ça, Kahoot. J'ai participé à ça. À l'école, ils font ça, là, des affaires de Kahoot. Des questionnaires. On est déjà dépassé. Totalement. Donc, avec le cellulaire, ils sont capables, ou le tablette, ils se connectent sur le jeu, puis là, il y a des questions-réponses. Puis là, on a demandé, connais-tu ta maison de jeunes? Connais-tu ton Kamouraska? Connais-tu ta région? Donc, des questions typiques. Quel est le nom du député provincial ici? Le député fédéral, le nom de ton maire. Surprenant. Ils nous ont surpris, on était contents. C'est comme ils ne savaient pas que la Maison des jeunes, ça s'appelait le Refuge du Montagnard en 83. Maison des jeunes fête ses 35 ans cette année. Donc là, le montrer que c'était plus qu'un lieu de rencontre, qu'est-ce qu'on avait fait, où on avait évolué. Donc, les jeunes ont participé et ont eu du plaisir. C'est sûr qu'il n'y a pas de farce en plus, le mauvais temps qu'on a dernièrement, là, ça n'aide pas. Là. On voulait faire des sorties, on voulait faire un feu de camp. Ça a tout fait pout. Là. On a été pris avec ça. Ben oui. Est-ce que vous en voyez beaucoup? Là, vous me parliez du premier... Bon, que dans le premier confinement, vous aviez retrouvé des jeunes, certains qui étaient... quand même mal en point. Là, maintenant, comment ils vivent ça, là, quand même, avec l'école, avec... c'est quand même un confinement léger. Ici, on a encore les sports, les jeunes peuvent encore jouer. Honnêtement, là, si ça ne serait pas de la morosité ambiante, on s'en apercevrait pas trop. S'il n'y avait pas de flèche aux 2 secondes ou un lavage de main, est-ce que ça va quand même bien ou vous sentez qu'ils sont anxieux? Ils sont anxieux. Les jeunes sont anxieux présentement. Ce qu'ils vivent présentement... Ils ont vécu, on pourrait dire, comme le pire, mettons, du 13 de mars jusqu'à la fin de l'année de l'école, l'abandon de l'école. Là, ils appréhendent ce qui s'en vient parce que là, ils s'informent, ils voient un peu les médias, les nouvelles. Donc, ils ont certaines craintes. Puis ça, on essaie de les motiver parce que je ne vous mentirais pas que l'école, oui, les jeunes y vont des fois peut-être pas par motivation, mais par obligation. Absolument, oui. Donc, quand ils vont à l'école, eux autres, ce qu'ils aimaient, là, c'est le sport, les activités de leur chum, l'amitié scolaire, avoir du fun. Ça, présentement, c'est moins présent par rapport aux bulles et à la restriction.
Donc, on essaie de motiver que les jeunes, que l'école, c'est super important. Il faut qu'ils continuent à travailler Quand là-dessus. les pédiatres là, ont sorti il n'y a pas si longtemps pour dire qu'il faudrait qu'on finalement que ce soit le minimum, qu'il n'y en ait pas de restrictions. En Suède, par exemple, il n'y en a pas de restrictions pour les jeunes. Puis il y a des pays où il n'y en a pas de restrictions pour les jeunes. Vous, je sais que vous ne pouvez pas prendre position en tant que tel, là, mais j'imagine que c'est quelque chose qui doit quand même vous interpeller. Les jeunes, Parce oui. qu'ils le font autrement. Est-ce qu'on leur enlève à une place et le prennent ailleurs? Oui. C'est sûr que les jeunes, les études qu'on démontre qu'ils seraient moins à risque, qu'ils seraient plus tolérants, mais n'oubliez pas que moi, comme directeur, j'ai des employés. Donc, si les jeunes sont plus contaminés, puis ça peut contaminer éventuellement mes employés, c'est dangereux, puis c'est pas... Le risque zéro n'existe pas, c'est vrai, c'est vrai. Donc, oui, mais moi, je suis la vague. Tout dernièrement, on a entendu parler qu'il y avait des cas à Saint-Pascal. OK, bon, ce jeune-là, il fréquente ça, la maison des jeunes? Est-ce que le jeune qui est confiné, y a-tu dit? Mais ça, c'est dangereux. Je voudrais que vous me rassuriez là-dessus parce que j'ai l'impression qu'un jeune qui se déclare COVID, ou c'est peut-être même pas les jeunes, mais j'ai l'impression qu'en milieu rural, on est comme dur. J'ai vu sur les réseaux sociaux, vous leur trouvez c'est qui la personne, c'est quoi le nom, où ce qu'elle a été, qu'est-ce qu'elle a fait, où ce qu'elle a passé. À un moment donné, là. C'est vrai que présentement, on a eu qu'à Saint-Pascal, il y avait eu comme l'éclusion de 2 cas. Là. Donc, on n'a pas eu le nom. C'est bien de ne pas avoir le nom. Ils ne les donnent pas, les noms. Mais c'est excellent. C'est une bonne chose. Oui, mais là, on se demandait, ce jeune-là, y a-tu dit qu'il fréquentait la maison des jeunes? Parce qu'après, nous, à tous les jours, quand les jeunes fréquentent la maison des jeunes, on tient un registre. Puis s'il arrive quelque chose, que quelqu'un est contaminé ou est en présence, on va pouvoir retracer. Mais c'est tout, vous ne mentirez pas, c'est lourd. C'est une logistique là, qu'on s'en passerait. Mais ça, il faut aller au-delà de ça par rapport aux jeunes. On va grandir. Il va y avoir du positif à sortir de ça. Bien, on ne le trouve pas pour tout de suite, mais il va assurément en avoir. Bien, le positif, les jeunes sont surprenants à la Maison des jeunes, respectent très bien les règles. Parce qu'ils savent qu'éventuellement, s'ils l'attrapent, ça peut être dangereux pour nos grands-parents. Tout à fait. Ça m'épate de voir les jeunes dans cette attitude. Bien, Serge Binet, merci beaucoup, Binette, pour le passage chez nous, finalement, pour la mise à jour de tout ce qui se passe. Puis on va vous souhaiter, on va souhaiter à tous la fin de cet enfer, puis une bonne continuation. Merci beaucoup. Puis je voudrais dire qu'on a un nouveau conseil d'administration. Des jeunes, Nathan Curado, Jessica Desjardins, Charles Bérubé, Joran, Jérémy Gamache-Lévesque, des jeunes de Saint-Pascal qui font partie de notre structure administrative. Merci beaucoup. Au revoir.